Donc, on va se présenter. Donc, moi, je suis Clotilde Motella, donc je travaille chez SFR, je suis au marketing. Et mon rôle, c'est de concevoir des offres à destination des TPE et des PME sur la base de solutions simples à mettre en œuvre, à utiliser, et de sensibiliser également nos clients aux risques cyber. Alors moi, je suis Caroline de Rubiana, je suis directrice de Cyberoc. C'est donc le centre de cybersécurité de la région Occitanie qui a été créé pour aider les organisations face aux cybermenaces, entre autres. Et bonjour, je suis Michel Aparicio, j'ai un rôle de business développeur et consultant, plutôt sur les aspects réseau et cybersécurité, et j'accompagne les commerciaux en clientèle pour faire des entretiens 360 et accompagner les clients dans leur réflexion, notamment sur les sujets cyber. Et donc, on va quand même redire bien, ça c'est très important, on va passer ce temps avec vous sur un atelier qui a été conçu par France Num, qui est très attentif à tous ces aspects du numérique, évidemment, mais de la sécurité des données et donc de la cybersécurité. Voilà, donc pour débuter, on va commencer par un petit quiz. Alors, d'après vous, quel est le pourcentage de victimes par rançongiciel parmi les TPE, PME, ETI selon l'ANSSI? Est-ce que c'est 10%, 25%, 34% ou 50%? Alors, levez la main pour la triché. A. Pour la A, qui est d'accord pour la A? Pour la B, pour la C, A, et pour la D. Bon, alors la bonne réponse, effectivement, c'était la C, 34%. Donc 34% des victimes sont des TPE, des PME et des ETI. Peut-être un point qu'on peut dire tout de suite par rapport à ça, sur le fait qu'on ait un tel pourcentage, on a quand même 34% d'attaques sur des structures en fait qui sont assez petites, et du coup ça augure. Voilà, est-ce que vous savez pourquoi du coup? Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au Covid, les TPE-PME n'étaient pas trop ciblés et étaient assez à l'abri de toutes les attaques qui pouvaient venir de tous les pays, voire des États voisins ou mondiaux. Et le Covid a fait que les grands comptes et les grandes collectivités se sont massivement équipés en outils de protection de cybermenaces parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été mis en télétravail et il a fallu automatiquement protéger toutes ces personnes qui étaient à distance et qui n'étaient plus sur les réseau d'entreprise. Donc ces gens étant bien protégés, eh bien, sur quoi se sont rabattus les pirates? Eh bien, ce sont sur les TPE et les PME qui, elles, n'ont pas forcément eu cette démarche de protection vis-à-vis des cyberattaquants. D'où cette augmentation des attaques sur ce type de cible. Elles sont moins sécurisées et donc particulièrement ciblées, puisque plus faciles en fait. Les attaquants sont des gens feignants. C'est ça. Et elles payent plus facilement également les rançons. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles elles font partie des entreprises les plus ciblées. Quel pourcentage de TPE et de PME craint de se faire pirater ces données en 2024? Alors, qui est pour la réponse A, 36%. Ça pourrait être ça. Donc, réponse B, 44%. Réponse C, 49%. Et la réponse D, 55%. La fameuse réponse D. Alors, c'est très mitigé. Hein. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, 49%. Donc, selon le baromètre France Num, aujourd'hui, 49% des entreprises parmi les TPE et les PME craignent de se faire pirater leurs données. Donc, on a une augmentation d'1 point par rapport au baromètre précédent. Alors, c'est quand même une bonne chose, parce que ça veut dire qu'il y a quand même 50 personnes, presque 50% qui s'en préoccupent, mais il y a quand même voilà. 50% qui ne s'en préoccupent pas. C'est ce que j'allais dire. La question à se poser, c'est pas est-ce que je vais me faire attaquer, mais quand est-ce que je vais me faire attaquer? Parce qu'automatiquement, à un moment donné, toutes les entreprises vont y passer, ou au moins auront des tentatives d'attaque. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une attaque, elle n'est pas forcément toujours visible. Une exfiltration de données, ça peut être totalement non vu en fait, par l'entreprise. Il se passe plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant qu'une entreprise puisse se rendre compte qu'on lui a exfiltré ces données dans certains cas. Pour illustrer ce que dit Clotilde, un exemple concret, un grand groupe d'assurance qui s'est fait exfiltrer de la donnée pendant 1 mois. Du 15 juin au 15 juillet 2020, pendant 1 mois, ils se sont fait exfiltrer de la donnée sur une faille matérielle qui n'avait pas été mise à jour. On reviendra sur ces sujets-là peut-être un petit peu plus tard. Et au bout d'1 mois, les pirates leur ont demandé une rançon, auquel cas ils allaient divulguer toutes les données d'assurance sur le dark web. Alors, l'histoire ne dit pas comment ça s'est terminé, parce que ce sont des opérateurs de services essentiels, ils ont des droits, ils se doivent de garder le secret. Cependant, pendant 1 mois, personne n'a rien vu, et toutes les données possibles et imaginables ont été exfiltrées vers des pirates. Il y a aussi la problématique par rapport à l'exfiltration de données d'une minimisation de la gravité. C'est-à-dire que les entreprises, quand elles sont paralysées,
elles s'affolent parce que là, elles ne peuvent plus travailler. Il y a une perte de productivité qui est immédiate, une perte financière qui est immédiate. Par contre, quand il y a de la donnée qui est volée, il y a plein de chefs d'entreprise qui se disent bon, bah, c'est volé, tant pis. De toute façon, moi, j'avance, je continue à bosser. Sauf que ça engage l'entreprise et ça peut avoir des répercussions à plein de niveaux. Et le dirigeant est pénalement responsable. On avait dit qu'on ne parlait pas de la prison tout de suite. Oui, c'est vrai qu'on avait dit ça. Alors, troisième question, quel pourcentage de TPE-PME déclare mettre en œuvre une solution de cybersécurité? Alors, est-ce que c'est la première réponse, 40%? Réponse B, 55%. Réponse C, 61%. Et la réponse D, 82%. Là encore, c'est très, très mitigé. Alors, la bonne réponse, c'est 82%. Mais alors, la question à se poser, c'est finalement... C'est étonnant quand même comme pourcentage. C'est ça, c'est qu'est-ce qu'on entend par protection de cybersécurité. Là, les 82%, ça correspond à un antivirus. Donc, antivirus sur poste de travail. Donc, bien évidemment, dans la plupart des entreprises, 82%, on a un antivirus de poste de travail. On n'a pas forcément déjà un antivirus sur l'ensemble des équipements qui sont utilisés comme des postes de travail. Typiquement, le terminal mobile. Aujourd'hui, vous l'utilisez exactement comme un ordinateur. Vous vous connectez aux données de votre entreprise, à votre boîte mail. C'est un ordinateur, il y a des données et il est connecté au système d'information de l'entreprise. Donc potentiellement, si lui, il n'est pas protégé, potentiellement, le pirate peut passer par le terminal mobile pour s'infiltrer ensuite dans le réseau de l'entreprise. Donc on a une nouvelle difficulté, c'est la fausse impression de sécurité. Parce qu'il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est vraiment la cybersécurité, tout simplement. Ça ne s'arrête pas à des solutions techniques. Mais on en reparlera tout à l'heure. Alors enfin, combien de professionnels ont déclaré être victimes auprès de cybermalveillance, enfin d'actes de cybermalveillance en 2023? Donc est-ce que c'est plus de 10 000, plus de 15 000, plus de 16 000 ou plus de 20 000? Bon, la bonne réponse, c'était plus de 16 000, mais effectivement, c'est des chiffres qui sont de toute façon en hausse constante. Chaque année, on a une augmentation du nombre de demandes auprès de cybermalveillance parce qu'il y a une nombre d'augmentation. Oui, il y a deux phénomènes. Il y a malheureusement une augmentation de la pression des cyberattaques, mais il y a quand même aussi le fait que ces actions sont mieux identifiées par le public. Donc c'est aussi un point positif. Même si on sait qu'il y a une vraie augmentation des attaques, mais c'est bien aussi que les gens aient le réflexe de se tourner vers les acteurs qui proposent des accompagnements. Oui, je vous disais enfin, mais on en a encore une dernière. Alors, quelles sont pour vous les 3 principales menaces pour les entreprises et collectivités? Est-ce que c'est le phishing, le piratage de comptes et les virus informatiques? Bon, ça se ressemble, je vous le concède. Piratage de comptes, rançongiciel et logiciel espion. Hameçonnage, piratage et rançongiciel. La réponse C commence à... Et sinon, dernière réponse, hameçonnage, virus et logiciel espion. Bon, là, vous, effectivement, ceux qui ont répondu, vous étiez bien, c'était la réponse C. Oui. Ce qu'il faut que vous disiez, c'est qu'effectivement, il y a toutes ces méthodes pour vous pirater. Ce qui importe les pirates, c'est votre donnée. Alors, soit ils veulent votre donnée pour l'exploiter et la revendre à des tiers, soit ils veulent bloquer votre donnée pour, eux, vous soutirer de l'argent. Mais le nerf de la guerre, c'est votre donnée. Donc il faut que vous disiez que votre donnée doit être impérativement protégée, sauvegardée, basculée sur d'autres espaces, de manière à ce que vous puissiez avoir une reprise d'activité la plus rapide possible. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami sur Bordeaux qui a une petite boîte, ils sont une dizaine, de réparation de montres très très haut de gamme. Des Patek Philippe, des Blancpain, des machins, etc. etc. Et lors d'un changement de PABX, où ils ont mis un PABX sur IP, ils n'ont pas changé les mots de passe administrateur, machin. Et un lundi matin, il s'est retrouvé avec un écran bleu, enfin tous les PC avaient un écran bleu, avec une demande de rançon de 1 million d'euros, et il n'avait absolument plus aucune idée de qu'est-ce qu'il fallait faire sur ces montres, d'où elles venaient, à qui elles appartenaient, quand est-ce qu'il fallait les renvoyer, les travaux, est-ce que c'était de l'entretien, du machin. Heureusement, il avait une sauvegarde déconnectée, et heureusement, c'est un virus qui a été exploité immédiatement, qui n'a pas été mis sur cette sauvegarde, parce que c'est souvent ce qui se passe. On parlait tout à l'heure de l'exfiltration qui pouvait durer des mois, mais en règle générale, quand on a un virus implanté, il est implanté depuis des mois avant d'être mis en action. En règle générale, c'est 6 mois le temps moyen. Donc, morale de l'histoire, il aurait pu fondre les plombs, couler la boîte, et s'il avait été obligé de donner ce million d'euros. Donc, une fois de plus, l'important, c'est la donnée. Parce que si vous ne savez plus ce que vous avez comme client, ce que vous devez facturer, à qui vous devez livrer, qu'est-ce que vous devez recevoir comme matériel, c'est foutu.
Et la question à se poser, c'est combien de temps je peux travailler sans informatique aujourd'hui. C'est ça le nerf de la guerre. Et là, vous voyez, dans les attaques qui sont le plus perpétrées, on va dire, on a l'hameçonnage. Alors en fait, l'hameçonnage, il est un peu entre deux, c'est-à-dire que on va hameçonner et après on va chercher à perpétrer une autre action. Donc ça peut être déployer un rançongiciel, ça peut être souvent du piratage de C'est un compte. moyen qui est utilisé comme porte d'entrée finalement. Exactement. Et d'ailleurs, les 80% des attaques passent par les mails. Vraiment. Donc les autres attaques, c'est quand même assez... SMS, quoi, par le phishing. Pour le moment, on est quand même sur le mail, mais effectivement, le SMS est quand même en train de monter en puissance, puisque malheureusement, quand on reçoit un SMS, on ne voit pas trop l'URL, on ne voit pas trop ce qui est écrit. Il suffit que ça corresponde à quelque chose une action qui est en cours. Donc, on sait bien pour les personnes amendes, à titre particulier, voilà, les amendes, les amendes, c'est pas forcément en cours. Mais oui, ça peut arriver que une personne, bon. Mais en tout cas, pour les colis, oui, on peut eux, ils balancent des tonnes de SMS, d'informations à droite à gauche. Alors évidemment, ils sont un peu aidés par l'IA en plus maintenant. Le faux support technique, Microsoft, etc. Tout le monde peut se faire facilement. Mais l'hameçonnage, on voit bien que c'est leur porte d'entrée. C'est vraiment l'attaque la plus perpétrée qui va leur permettre de faire d'autres choses et qui s'appuie sur des systèmes qui permettent des choses qui nous arrangent pas trop, comme les mails. Pour compléter également ton exemple, Michel, moi j'avais l'exemple d'une société qui était sous-traitant d'Airbus, donc une petite structure, donc spécialisée vraiment dans son domaine, qui s'est retrouvée avec tout son système informatique de bloqué, et y compris du coup les sauvegardes, parce que les pirates s'étaient infiltrés depuis un moment dans le système et avaient réussi à bloquer également toutes les sauvegardes. Et l'entreprise, malgré qu'elle ait fait appel à vraiment des spécialistes, n'a pas pu, elle a dû mettre la clé sous la porte, elle n'avait pas assez de trésorerie pour remonter son activité de zéro. Donc c'est vraiment malheureusement un risque réel. On a vraiment aujourd'hui des entreprises qui déposent le bilan à cause de cyberattaques. 60%. Celles qui ont pas 60% des entreprises. Qui se sont fait voler toutes leurs données. Celles qui ont été attaquées, alors ce pour plusieurs raisons, et notamment des raisons financières. Je vais vous donner un autre exemple dont on a parlé récemment. Un gros transporteur du côté de Bordeaux s'est fait attaquer. Alors bêtement, c'est parce que le réparateur de photocopieurs a laissé les ports ouverts ou un mot de passe hyper simple, etc. Ils se sont fait attaquer, ils ont eu un arrêt de productivité pendant 1 mois. Donc là aussi, c'est qu'est-ce que je livre, à qui, quand, comment, etc. etc. Donc il leur manquait bien évidemment de la trésorerie. Les banques ont refusé de leur ouvrir des lignes de crédit parce qu'ils considéraient qu'ils étaient à risque et que de ce fait, c'était pas potentiellement, ils pouvaient se refaire pirater et reperdre de la productivité, donc des finances, etc. etc. Donc c'est véritablement très très important d'être bien protégé, parce que moi j'ai une phrase qui est clé: avant c'est trop cher, après c'est trop tard. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est cher d'investir en moyens de protection. Cependant, une fois que vous êtes fait pirater, eh bien le problème c'est que derrière vous pouvez bien souvent fermer boutique. Donc c'est des choses à prendre en compte, considérer son risque, quelle est la valeur de son risque et qu'est-ce qu'il faut investir pour protéger ce risque. Bon, on a peut-être un discours qui peut vous paraître un petit peu alarmiste, mais voilà, l'idée c'est vraiment de vous sensibiliser, et on va vous montrer un petit cas d'école pour mettre un peu mieux ça en avant. On retrouve les chiffres dont on vous a parlé, c'est le baromètre France Num. Donc 49% des entreprises ont peur de perdre leurs données ou de se faire pirater, et 82% ont mis au moins une mesure de protection. Mais mettre juste un antivirus, on l'a dit, ça ne suffit pas. Le besoin de formation et de sensibilisation des équipes, il est vraiment ultra important, puisque finalement c'est par là que tout commence. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser, rappeler les risques, les bonnes pratiques aux collaborateurs. Donc vous le verrez à la fin, on a un petit kit de survie. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les collaborateurs en premier lieu. Vous avez, pour illustrer ce que dit Clotilde, vous avez deux portes d'entrée majeures. La première, c'est le collaborateur qui n'est pas sensibilisé ou qui n'est pas formé. Impératif, Clotilde a raison, sensibiliser régulièrement, faire signer des chartes informatiques, de bonne hygiène informatique, des politiques de sécurité du système d'information, ça c'est majeur, mais véritablement. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ces équipements soient mis à jour régulièrement. En gros, régulièrement, il y a des failles qui apparaissent sur du matériel. Alors, ça va être sur des PC, sur du Windows, mais sur des firewalls, sur des machins, etc., etc. Ces failles sont publiées sur Internet, c'est-à-dire que les éditeurs disent « Attention, il y a une faille là,
je vais avoir un problème sur ce truc-là, donc il faut mettre un patch, donc un logiciel de mise à jour, de manière à ce que cette faille soit corrigée. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les pirates vont faire ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire qu'ils vont sonder la totalité du net pour savoir qui a patché l'équipement mis en cause. Ils vont avoir un retour, ils vont savoir qui a patché, mais surtout qui n'a pas patché. D'accord ? Et de ce fait, ils savent que là, il y a une porte d'entrée. Et quand je vous parlais du grand groupe d'assurance qui s'est fait exfiltrer de la donnée pendant un mois, la faille, elle est là. C'est-à-dire qu'ils avaient un équipement Citrix qui n'avait pas été patché sur une faille reconnue. Les mecs sont rentrés, ont pris les droits administrateurs et ils ont tout pris. Donc ce sont les deux trucs majeurs. C'est un, absolument former les gens, vraiment, et vraiment les sensibiliser. Et deux, avoir une bonne vision de son parc et de ce qui est à jour et ce qui n'est pas à jour. Alors, on avait également ce slide. Aujourd'hui, c'est vrai que les TPE et les PME pensent, on l'a vu, malheureusement, à tort, que leur activité n'est pas ciblée parce que on se dit, moi, j'ai pas forcément des données qui valent énormément d'argent. Les pirates vont plus facilement se tourner vers des structures plus importantes parce que leurs données valent plus. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que souvent, vous êtes interconnectés avec des sociétés plus importantes en tant que partenaire, sous-traitant. Aujourd'hui, vous faites partie quelque part de leur supply chain. Et c'est là où vous intervenez en tant que, de la même façon que je disais pour le phishing, comme porte d'entrée. Si aujourd'hui, vous n'avez pas mis en place les mesures de protection sur les outils qui sont utilisés par vos collaborateurs pour accéder aux services, aux données de votre fournisseur ou partenaire, vous pouvez servir de porte d'entrée pour les pirates pour accéder aux données qui sont plus importantes pour eux, qui ont plus de valeur. Mais voilà, ce sera vous qui serez utilisé comme support, comme vecteur pour lancer cette attaque. Alors c'est un sujet dont on n'a pas trop parlé jusque-là. C'est qu'il faut bien réaliser qu'il y a des gens je n'arrive plus à parler, qui font des attaques. Je vais abandonner le mot. Qui font des attaques depuis déjà une bonne 2 décennies, qui se sont professionnalisés, qui se sont développés, qui ont développé un écosystème parallèle. Et du coup, des attaquants, malheureusement, il y en a énormément. La pression des cyberattaques est très forte. Et en fait, même pour gagner 200 €, ils vont faire l'attaque. Du coup, beaucoup de gens, quand ils habitent par exemple à la campagne, se sentent protégés parce qu'ils sont loin des gros systèmes, des gros écosystèmes. Ils ont l'impression qu'on ne les voit pas. Mais à partir du moment où vous avez une connexion Internet, vous êtes visible. Et un pirate peut vous attaquer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et effectivement, dès qu'il y a une faille, etc., ça va se voir à l'extérieur, potentiellement. Et on ne va pas rentrer forcément là dans cet atelier sur le sujet de l'IA, mais l'IA sert aujourd'hui à démultiplier également le nombre d'attaques. Alors, on vous a prévu un petit scénario pour illustrer ce qu'on vous disait à propos du phishing et que finalement, on va décomposer tout le monde peut être aujourd'hui un vecteur d'entrée d'une attaque. Donc là, c'est Madame Castiglione, qui est responsable administrative et financière de la société Save Naturel, une PME du secteur agroalimentaire. C'est vendredi soir. Elle a eu une semaine un petit peu chargée et elle s'apprête à quitter son bureau et elle jette un dernier coup d'œil à ses emails. Donc, première leçon, on ne regarde pas ses mails le vendredi soir. On attend le lundi où on est bien reposé et qu'on a l'esprit clair. C'est interdit. Donc, on ne fait aucune action vendredi après-midi de façon générale, aucune action qui pourra avoir un impact quel qu'il soit sur l'entreprise. Pas de mise à jour, pareil, pas de mise à jour, pas de déploiement de la prochaine solution, tout ça. Voilà, on n'est pas assez attentif, donc voilà. Donc, elle regarde ses mails et donc parmi le nombre de messages, elle voit un email qui attire son attention parce qu'il s'agit d'une invitation à un événement qui est organisé par un partenaire commercial qu'elle connaît très bien. Et donc l'email lui semble parfaitement authentique. L'adresse de l'expéditeur lui semble tout à fait cohérent. Donc elle se dit, c'est chouette, je suis invitée. Ok, je m'inscris. Donc elle clique sur le lien, elle confirme sa présence. Et là, elle ne se doute pas finalement que potentiellement, là c'est un pirate qui a usurpé l'identité de son contact commercial et qui lui a envoyé un mail de phishing. Voilà. Donc là, elle a cliqué sur le lien. Et forcément, là, elle a déclenché de façon totalement involontaire et sans s'en rendre compte, le téléchargement d'un virus sur son ordinateur. Ce virus, du coup, c'est un rançongiciel. Il faut savoir que vous n'avez pas forcément besoin de cliquer sur une pièce jointe. Le simple fait de cliquer sur le lien
l'amène sur une page qui peut lui télécharger un bout de code. Et du coup, ça va commencer à chiffrer les données de son PC, de son entreprise. Et donc, du coup, ça va rendre l'ensemble des fichiers totalement inaccessibles. Oui, donc alors le fait que ça soit vendredi soir, personne ne s'aperçoit de rien. Bon, là, ils ont mis 2 semaines, mais dès le lundi, ça aurait pu être chiffré déjà. Mais effectivement, 2 jours qui passent, c'est long. On est bien dans l'exemple qui a été donné tout à l'heure, où le virus s'installe, parce qu'un rançongiciel, ça reste un virus en fait, s'installe un peu à l'insu des personnes Progressivement. et ne fait pas forcément, ne se montre pas forcément tout de suite, de manière à avoir le temps de travailler tranquillement. Et ça se passe toujours un vendredi soir ou une veille de pont, de long week-end, etc. Parce que l'entreprise n'a pas forcément toutes les équipes pour superviser, voir que quelque chose ne se passe pas bien, couper, isoler, remédier, etc. Et donc ça a le temps véritablement de se propager. Par exemple, aux dernières municipales à Marseille, il y a eu une attaque qui s'est passée entre le vendredi soir et le samedi matin, et plusieurs bureaux de vote marseillais ont été dans l'incapacité de travailler le dimanche. Non, parce que malgré tout, le rançongiciel, il met du temps. Il lui faut du temps pour travailler, pour explorer, pour essayer de se répandre un peu partout. Donc les pirates, ça les arrange qu'il y ait personne qui fasse quoi que ce soit comme action pour éviter que l'attaque échoue. Parce que heureusement, il y a des fois où ça échoue, parce qu'il y a des choses qui bloquent l'attaque, qui empêchent le rançongiciel de se propager, ou parce que c'est détecté très rapidement et qu'il y a ce qu'on appelle des mesures de containment. Et puis il faut pas croire que les pirates, c'est les mecs avec la capuche noire, le Red Bull et les pizzas. Hein. C'est aussi géopolitique. Hein. Il y a beaucoup d'États qui essayent de pirater les autres. Il y a de l'espionnage industriel. Il y a beaucoup de choses. Donc c'est pas uniquement de la donnée d'une entreprise. C'est véritablement pour aller chercher tout type de données que l'on pourrait trouver grâce à une porte d'entrée, un cheval de Troie, comme on a dit. Et on parle de rançongiciel. À votre avis, quels sont les investissements mondiaux en 2023 en termes de cybersécurité, en dollars? Est-ce que votre avis, c'est en milliards, c'est en millions, c'est en centaines de millions, c'est en centaines... Moi, j'avais le coût de la cybercriminalité, mais... On va le comparer. À date, en 2023, les investissements en cybersécurité pour l'année 2023 dans le monde, c'est 256 milliards de dollars. Ah oui. Alors que le coût de la cybercriminalité, c'est 8200 milliards. Ouais, j'avais 10 000. Hein. On avait un l'écart, vous voyez l'écart, c'est 40 fois. C'est 10 000 milliards de dollars le coût de la cybersécurité. Alors, non, pardon, c'est ce que ça rapporte aux cybercriminels, on va dire. Mais là, c'est le coût de la cybercriminalité. Donc, il y a le gain pour les cybercriminels, mais il y a tout ce que ça coûte à l'entreprise pour changer les machines, pour tout remettre à... Il faut voir que pour une entreprise, il y a le temps qu'elle récupère l'attaque, qu'elle trouve un prestataire, que le prestataire intervienne. Il faut nettoyer toutes les machines, il faut peut-être rechanger toutes les machines, il faut reconstruire les sauvegardes, parce que des fois, les sauvegardes sont touchées, donc il faut faire appel à des entreprises qui sont capables de reconstruire les données. Enfin, voilà. Et tout ça, ça prend du temps, donc il y a de la perte d'exploitation, il y a de la perte d'image, il y en a qui dégringolent au 440, enfin, oui. Bon, eux, c'est les gros, donc... Il vaut mieux être cybercriminel que trafiquer en drogue, hein, ça rapporte plus. Oui, ça rapporte plus. Et on a beaucoup moins de chances de se faire attraper, puisque c'est, je crois, de l'ordre de 1% de chances de se faire attraper quand on est cybercriminel. Le petit point du vendredi soir aussi, peut-être à dire, c'est qu'il y a tout ce qui est fraude qu'il faut bien voir dans les attaques. Et c'est beaucoup moins la partie technique, informatique qui va être touchée, bien entendu. Mais ça utilise des moyens numériques, donc c'est considéré comme une cyberattaque. Et en général, c'est le vendredi soir, ils appellent la responsable administrative ou le responsable administratif et financier. Et on leur dit, attention, il y a une opération hyper importante avec votre président qui, bien entendu, est quelque part à l'autre bout du monde pour X raisons. Et on va on va vraiment pousser la personne à faire le virement le vendredi soir. Parce qu'un virement, pour récupérer les fonds, c'est 48 heures. Grand maximum. Donc là, ils sont tranquilles, ils ont largement le temps de récupérer l'argent d'ici le lundi. Donc voilà, ça fait partie des... Je vous dis, le vendredi, on fait rien. C'est comme ça. Alors, ensuite, donc, on passe à la gestion de crise. Hein. Donc là, c'est monté au niveau de la direction de Save Naturel, donc qui est informée. Ils vont contacter les autorités compétentes. Pour vous, c'est qui les autorités compétentes? Aujourd'hui, si vous êtes victime d'une cyberattaque... Alors, en Occitanie, vous appelez Cyberoc. Et nous, on va vous dire ce que vous devez faire. Après, les autorités compétentes, c'est la gendarmerie ou la police, déjà. L'ANSSI ne s'occupe que des OIV, les organismes d'importance vitale, les administrations et certains acteurs qui sont importants pour l'État, comme il a été intervenu pour TV5 Monde, qui n'était pas un bénéficiaire, mais qui représentait un problème en termes d'image pour la France. Mais l'ANSSI ne s'occupe pas des autres acteurs. Donc après, il va y avoir cybermalveillance où vous pouvez déclarer un incident et puis c'est tout, en fait.
Donc c'est pour ça qu'il y a eu les CSIRT, c'est-à-dire nous on est CSIRT régional chez Cyberrock, il y en a dans toutes les régions qui ont été créées, et on est vraiment là pour faire cette interface entre les acteurs qui sont attaqués, TPE, PME, collectivités, associations, et les différents acteurs, donc les autorités, et puis après aussi les entreprises spécialisées en cybersécurité. Tout le monde n'a pas toujours les contacts d'une entreprise de cybersécurité dans son carnet d'adresses, malheureusement. Et donc voilà, vous allez contacter également donc une entreprise spécialisée en accompagnement à la gestion de crise. Mais l'idée, on en profite pour le rappeler ici, c'est aussi d'être déjà en contact avec une entreprise qui va vous aider à mettre en place les bonnes mesures pour se prévenir de ce type d'attaque. La conséquence, puisque là l'attaque elle est avérée, c'est que l'entreprise est obligée de suspendre temporairement ses activités. Donc, ayant pour conséquence la perte financière, comme tu le disais tout à l'heure, baisse de sa réputation, donc conséquences directes et indirectes, où là le coût peut s'élever à des montants de l'ordre. On est sur un coût moyen de 60 000 euros entre 60 000 à 250 000 euros selon en la fonction de la taille de l'entreprise. Tout à fait. Alors, un point important, donc la gestion de crise, ça s'appelle bien gestion de crise. Donc là, on imagine l'entreprise, elle est dedans. Un point très important, c'est que si on l'a préparé, on peut le vivre beaucoup mieux, on peut arriver à ce que les impacts soient moins importants. On sait tout de suite qui appeler, rien que ça, parce que vraiment c'est très difficile pour les personnes dans une entreprise quand elles subissent une attaque, surtout un rançongiciel, parce que là il y a tout, il y a plus rien qui fonctionne. Donc tout le monde est impacté. Il y a vraiment des gens qui sont traumatisés par rapport à cette situation. Et si c'est prévu en amont, eh bien on sait qui appeler, on sait comment réagir. Et il va y avoir une meilleure prise en compte de l'attaque. Et ça peut vraiment avoir de l'importance par rapport à la gravité de ce qui va se passer. C'est hyper important, effectivement, d'être préparé et de savoir qui contacter au cas où, parce que, comme le disait Michel, c'est quand on va être attaqué. C'est pas si, mais quand on va être attaqué. Et puis surtout, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes attaqué. Ça ne marche pas forcément tout le temps, parce que moi, j'ai des clients, c'est des millions d'attaques par semaine. Nous, SFR, pareil, c'est des millions d'attaques par semaine. De regarder les logs du firewall. Donc, vous êtes tout le temps attaqué. Après, ça marche pas. Et quand ça marche, c'est plutôt ennuyeux. Et effectivement, c'est sur la gestion de crise, la préparer, savoir qu'est-ce qu'on coupe. D'abord, qu'est-ce qu'on coupe, pour éviter que tout se propage, que véritablement tout le réseau, tout le système d'information soit piraté. Et donc ça fait partie des choses qu'il faut véritablement préparer en amont. Et puis comment on continue à travailler si on peut. On l'a vu avec les hôpitaux à chaque fois qu'ils ont été attaqués, beaucoup pendant le confinement, ils étaient repartis avec le papier et le crayon. Quelque part, il faut aussi avoir la procédure. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon là, on n'a plus d'informatique. Qu'est-ce qu'on fait ? On reprend les bordereaux, on note tout, on essaye d'identifier qui sont les clients, qui on doit livrer. C'est un peu lourd, mais si c'est écrit quelque part, s'il y a des éléments papier, imprimés quelque part, on va peut-être pouvoir continuer à fonctionner de façon dégradée, mais on pourra peut-être un petit peu. Je peux vous garantir que le DSI et le RSSI de l'hôpital de Dax, parce que ça a été un des premiers majeurs qui s'est fait pirater, quand il vous fait son Rex, il a encore des trémolos dans la voix. Parce qu'il est arrivé un samedi matin, et là, il s'est rendu compte que tout devenait bleu et qu'ils allaient repartir au papier et au crayon, que tous les services d'urgence étaient basculés sur Mont-de-Marsan, toute l'oncologie était basculée sur Mont-de-Marsan. Eux, ils n'avaient plus rien. Ils ne savaient plus ce qu'il fallait donner, qui, à quoi, les traitements, etc., etc. Ils ont mis 2 ans à s'en remettre. Ils s'en remettent juste là. Et c'est 4 ou 5 millions d'euros entre les interventions, les coûts, machin. Alors évidemment, là, on est dans un monde de PME, TPE, donc on n'est pas sur ces tailles de compte. Mais ramener ça à la taille de votre entreprise, ça peut être 100 ou 150 000 euros facilement pour remonter la totalité de votre système. Donc c'est important d'être... Les effets cascades également, c'est qu'une grosse structure qui n'arrive plus à payer ses fournisseurs, les petits fournisseurs qui n'ont pas beaucoup de trésorerie, ils peuvent être entraînés à subir la chute, même si l'hôpital a réussi à se remettre en marche. Mais... Il y a une grosse mobilisation de tout le monde. Donc, on en arrive maintenant à la résolution, enfin. Donc, on a passé un certain nombre de jours à s'acharner à essayer de remettre tout en place. Et heureusement, là, dans ce cas de figure, on a réussi à rétablir l'accès aux appareils, donc ordinateurs, téléphone portable. Je le rappelle, les terminaux mobiles, aujourd'hui, c'est vraiment important d'avoir en tête que ce sont de véritables ordinateurs. Mais on a ce délai où l'entreprise va mettre un certain temps donc à déchiffrer certaines données.
et qu'elle ait payé ou non la rançon, hein, parce qu'il faut savoir que même une entreprise qui paye la rançon, déjà, elle a peu de chances de récupérer ses données. Et de payer, souvent, on est à nouveau ciblé. Et en fait, on est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. On a été trop bavard. Donc, on passe à la slide suivante. Je sais pas ce qu'il y a après. C'était quoi? La conclusion, ça a été un événement bien évidemment dramatique pour Save Naturel. Et elle a pris conscience du coup de l'importance de la formation continue pour ses salariés. Donc du coup, elle va investir dans des systèmes de protection robustes en complément de la formation de ses salariés. Donc, et là, on y est. Voilà, si on se parle de... on avait les bonnes pratiques. Je pensais sur la conclusion, c'est que vraiment, il vaut mieux investir avant que d'être obligé de se retrouver avec le coût de la cyberattaque qui va vraiment coûter vraiment beaucoup plus cher que ce qu'on peut investir. Voilà. Et donc, comme on vous disait, l'idée c'est de sensibiliser vos collaborateurs. Donc là, vous avez tout de suite, vous pouvez repartir avec le kit de survie disponible en téléchargement sur l'application de la mêlée. Donc n'hésitez pas à télécharger ce petit kit de survie. Vous y retrouverez tous les liens essentiels qui vont vous permettre également à titre personnel d'avoir toutes les bonnes pratiques. Et puis, on est encore là pour le reste de l'après-midi. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir nous voir. Bon, nous, on a une campagne qu'on a lancée pour bien faire connaître notre service de réponse à incident, qu'on appelle service d'urgence. Donc, il y a les cartes postales qui sont là-bas dans le couloir. Et après, dans 2 jours, vous avez une journée dédiée à la cybersécurité où vous pouvez aussi nous rencontrer. Vous y serez aussi, j'imagine. Également nos collègues. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. S'il y a quelques questions, n'hésitez pas à venir nous voir. On est sur les stands à côté. Merci.